Excellent. Sûrement tu acceptes de quoi de ton bord. Good. OK. Je vais y aller demain. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Coup de canon. Vous voyez un peu le setup aujourd'hui, c'est pas le setup habituel. On s'excuse d'avance aussi un peu pour le son. Vous allez comprendre que c'est un petit sacrifice qui en vaut la peine. JP n'était pas disponible pour faire ça dans un environnement contrôlé. Imaginez-vous donc qu'il est en avant du Yankee Stadium présentement pour faire notre podcast. Euh, on le sait, là, vous l'avez vu un peu en suivant la page Facebook cette semaine. Édouard Julien fait ses premiers pas dans les majeurs. C'est déjà assez spectaculaire le peu qu'on a vu pour l'instant. Puis JP carrément a décidé de vivre l'événement sur place et monter directement à Minneapolis voir le premier match, ensuite la série à New York. Fait que lundi, quand il va rentrer travailler, il va avoir une pile de choses à faire qui a été sacrifiée, qui est tout simplement incroyable. Et il faut qu'il fasse attention pendant le podcast, il risque de se faire frapper par des vélos aussi en même temps qu'il tape. Fait que, on va vous donner un peu un avant-goût de la manière que ça s'est passé. Évidemment, Édouard n'est pas avec nous, puis c'est parfaitement comprenable dans le sens qu'il est débordé à essayer de jouer du baseball, puis il est aussi inondé de demandes médiatiques. Mais ce qu'on va essayer de faire avec vous, c'est vous donner un peu là, les insights de comment ça se passe de ce côté-là. JP vit l'événement vraiment de proche avec la famille également. On va faire le tour de tout ça. Puis évidemment, le son est un peu bizarre, mais JP, sa voix est un peu maganée aussi. Ceux qui ne l'ont pas vu crier dans la vidéo Facebook qu'il a mis cette semaine, il est rendu à genre 15 ou 20 000 vues parce que ça a été partagé dans les médias traditionnels. Ben, c'est un peu ça qui se passe. JP, comment ça va? Ah, comment ça va? Ah, ça va bien. Toi, t'as l'air d'avoir du fun, en tout cas. Ben oui, ben écoute, c'est sûr que là, ma voix est maganée un petit peu, fait que désolé, hein, mais je pense que ça vaut la peine pour tout le monde un peu de savoir un peu ce qui se passe, comment ça s'est passé, de le vivre en direct. Là. On n'essaie pas de se transformer en scénariste, quoi que ce soit, mais bref, c'est vraiment intéressant de le vivre ici, de vous raconter peut-être des certains détails. Mais juste pour l'histoire courte, c'est incroyable ce qui se passe depuis 48 heures on va dire dans la vie d'Édouard Julien. Là. On est ici pour parler d'Édouard Julien, pas de moi, là, mais évidemment, j'ai la chance, l'honneur d'être un peu accompagné par la famille, d'accompagner la famille, pardon. Euh, puis on a vécu toutes sortes d'émotions. Je pourrais vous conter un peu l'heure des événements, mais c'est sûr qu'hier soir, Yankee Stadium, un gars de Québec frappe son premier coup sûr, et dans la même manche, frappe son premier coup de circuit. Ça ne peut pas être plus Hollywood que ça. C'était incroyable, puis on a trippé pas mal. Ouais, quel match hier. En plus, t'en parles un peu dans cette vidéo-là. Tu dis, les gens commencent à arriver au Yankee Stadium. Le trafic est difficile. Il y a quasiment pas, il y a pas beaucoup de monde encore dans le stade. C'est 7-0 quand Edouard s'installe au bâton pour la deuxième fois en première manche. Ouais, il faut savoir il y a tellement de trafic à New York là, que quasiment le match est à 7h07, c'est quasiment à 7h45, 8h que là, on peut dire que les estrades sont remplies, qu'il y a 40-45 000 personnes. Mais bon, mais ça a été incroyable. C'était incroyable. Fait que là, je me suis placé en arrière du Yankee Stadium. On est prêt pour ce soir. On a appris qu'Edouard rejouait ce soir. On pensait qu'il n'allait pas jouer parce que c'est un lanceur gaucher de Cortez, un ancien, pas un ancien, mais qui est allé au match d'étoiles l'an passé, un petit gaucher Ah, qui c'est lance plein de sortes Nestor. de. Nestor, c'est ça. Fait que Nestor Cortez, qui fait plein de mécaniques bizarres, fait que ça va être un bon spectacle. Edouard était frappeur gaucher, on n'était pas sûr s'il allait jouer, mais on a appris tout à l'heure qu'il jouait, donc je suis bien content. Le niveau de confiance des Twins envers lui, on sent déjà qu'il est très élevé, hein, parce que euh, il y avait des statistiques, on s'entend, pour peut-être commencer la Ouais. saison à Minnesota, mais pour des raisons contractuelles, évidemment, c'était mieux qu'il commence dans le 3A. Mais je me trompe-tu quand que je dis que les Twins ont sacrifié quelque chose en rappelant Édouard Julien aussitôt? Non, non, c'est ça. Puis justement, hier, écoute, on a des rencontres incroyables depuis 48 heures. Là. Hier, on a rencontré l'agent d'Edouard, puis qui est aussi l'agent de Justin Verlander, là, OK. le plus connu, on va dire, de la gang. Puis c'est un nombre de journées. C'est arrivé pile la journée du rappel. Donc, il y avait un peu de stratégie. Donc, ça avait été peut-être 24 heures avant, 36 heures avant. C'est un autre joueur qui a été rappelé, imagine-tu. Donc, timing imparfait, un timing parfait. Puis, non, on a les fameuses années d'éligibilité, là, donc ça ne comptera pas. Fait que les Twins viennent de gagner une année d'éligibilité, mais rendu là, c'est sûr qu'on ne pensait pas qu'il allait se faire rappeler aussitôt. Tout le monde se doutait qu'elle allait se faire rappeler. Mais quand tu as les derniers 24-36 mois incroyables comme il y a, les dernières semaines avec son camp d'entraînement des majeurs, la classique mondiale,
tout ça sur le début de saison 3. À un moment donné, c'est sûr que ça va arriver. Aussitôt, ça a pris tout le monde par surprise, mais quel moment. Oui, puis c'est pas une séquence chanceuse dans son cas, dans le sens que ça remonte déjà à la domination qu'il y a eu dans le 2A l'année passée. Ce qui s'est passé à l'automne aussi, l'Arizona Fall League, je pense que ça l'a Ouais. impressionné énormément de leur côté. Puis je veux dire, on est obligé de parler de la WBC là, pour jouer en représentant les couleurs du Canada de son côté. Tu es dans une position où est-ce que c'est quelque chose, c'est un événement qui est important. Tu joues contre des joueurs qui sont Ouais. vraiment chers. Puis il a ressorti du lot. Là, je veux dire, même après la ronde préliminaire, il était carrément sur l'équipe d'étoiles, si on veut. Là. Tu sais, on appelle ça, là, en langage anglophone de sport, un money player, un joueur qui performe lorsque c'est le temps, dans les gros moments. J'ai toujours prouvé ça dans sa jeunesse, pareil. Là. Tu sais, même Bantam, il a toujours été un peu de même. Il me faire frapper par des vélos. En tout cas, écoute, on va peut-être essayer de quoi spectaculaire en direct, en tout cas. Mais c'est ça pour dire que il a toujours été incroyablement opportuniste. Et tu sais, quand c'était le temps de démontrer dans un gros, une grosse plateforme, il a toujours bien fait. Fait que là, 2A, c'était une grosse plateforme, il a bien fait, comme tu dis. La Ligue des meilleurs prospects de l'Arizona, il est élu sur les équipes, joueur le plus, peu importe quoi, là, sur l'équipe d'étoiles. La classique mondiale, c'est gros, là, tu sais, c'est pas idée. Puis, il a réussi à faire des circuits, des gros jeux. Il se fait rappeler il se fait rappeler un match dans le camp d'entraînement. Il affronte les Yankees, il affronte Garrett Cole, qui est le meilleur lanceur au monde, paf, dans le clôture. Donc, hier, ben, tu sais, quand tu as dit que les Twins le voient gros, effectivement, il est classé présentement quatrième meilleur prospect dans les Twins. Euh, mais tu sais, à son match 2 du baseball majeur, puis il frappe 1. Tu sais, c'est pas, là, c'est Je pas me serais rien. pas Là, attendu à ça, sérieusement. Honnêtement, il a pris tout le monde par ouais. surprise avec ça. Là. OK, fait que, donc, on capotait. Fait qu'on s'est vraiment en retard au match d'ailleurs, mais c'est ça. Fait que ça démontre tout ce qu'ils ont. Puis, tu sais, tu lis des articles, puis tu parles un petit peu. Puis on se craint quand nous autres, les coachs, parlent un par l'autre. Puis, hey, comment il est beau, qu'il est fin. Mais tu sais, c'est là, en parlant dans le dernier, on dit 48 heures, comment que les gens perçoivent ce gars-là très gros et qu'ils voient déjà des choses qu'il fait comme frappeur, surtout, que d'autres sont prêts de faire dans le baseball majeur. Il est en avance dans certaines choses comme frappeur que d'autres frappeurs du baseball majeur ne font pas. Fait que bon, fait qu'il y a un petit quelque chose de spécial entre les mains. Puis bon, évidemment, chaque jour est approuvé, évidemment, là, mais juste ce qu'il a fait hier, c'est Hollywood. Exact. Écoute, si on remonte un peu dans le temps, Oui, Édouard, évidemment, si je ne me trompe pas, c'est Cardinal Leroy, je pense qu'il allait à l'école de son oui, côté. oui. Il rentre dans le programme sport-études, c'est là que tu apprends à le connaître en secondaire 1. Il n'y a pas un poil de barbe sur sa face. Il ne doit pas être très grand. Il doit être un peu comme les autres, autrement dit. Oui, Est-ce oui. que dès le secondaire 1, il sortait beaucoup du lot ou, comme plusieurs, c'est un sport de développement tardif, le baseball, vous l'avez vu éclore plus tard dans sa jeunesse? Ben, il a toujours été dans les meilleurs joueurs. Il ne faut pas se faire la cachette, il a toujours été dans les meilleurs joueurs. Est-ce que c'était le meilleur? Est-ce que c'était sûr qu'il allait faire, excusez pour le bruit, est-ce que c'était sûr qu'il allait faire le midget 3, qu'il allait faire l'équipe du Canada, qu'il allait faire l'Université Auburn? Non, tu ne peux pas prévoir ça. Je te dirais que c'est un bon joueur comme 2A. Il a toujours joué dans le 2A, etc. Mais c'est un bon frappeur naturel. Il était receveur, il était lanceur, il était joueur d'argot, il se promenait un petit peu partout. Puis je te dirais que c'était à peu près là. À midget 3, il avait été un petit peu, il avait été surclassé, puis il avait bien fait. Et dès lors, il avait fait l'équipe du Québec, qui s'appelle l'ABC. Puis dès lors, il avait été choisi avec l'équipe du Canada, junior. Normalement, c'est un cycle de 1 an. Là, quand tu es exceptionnel, tu le fais à 2 ans. Il avait déjà montré, même s'il n'était pas gros, hein, il n'était pas gros, puis c'est pas encore Monsieur Mus présentement, même si là, il a une shape d'athlète, mais c'était pas si gros que ça. Puis je me rappellerai toujours, puis je sais pas si je l'ai compté à toi déjà, mais il y avait, à l'époque, il y avait le repêchage du baseball majeur est au mois de juin, comme toujours. Il y avait toujours un espèce de journée de try-out qu'on appelle de dépistage pour tous les meilleurs prospects. C'est la grosse année d'Abraham Thoreau puis Charles Leblanc. C'est leur OK. grosse année. Ils ont 18 ans et Edouard a 15 ans. Puis, mais les dépisteurs à l'époque, c'était la centrale du baseball majeur qui organisait ça. Ça n'existe plus maintenant. Le gars du Québec me disait hey, à chaque année, il me demandait as-tu un gars de chez vous qui pourrait être bon, un jeune qu'on ne connaît pas? Ouais, je t'amène Édouard Julien cette année. Fait on monte, on part en auto, puis on s'en va voir, ça va à Montréal avec même son père. Puis une couple d'autres joueurs. Là, je faisais partais une vanne, puis on amenait tout le monde. Puis Édouard était là, puis il était un petit peu intimidé. À l'époque, honnêtement, puis on en rit encore, mais il était intimidé. Là, il arrive là, 15 ans, pas trop gros, pas de barbe, avec les gros costauds blancs, taureaux, etc., qui sont là. Il avait été pourri.
Ça avait été pourri. Un try-out, vous savez comment ça marche. C'est 2 rondes de 6 élans, 3 rondes de 5. Il avait fait quelques fausses balles, un faible roulant. C'était pas si beau que ça. En défensif, il avait été tranquille, puis il sortait de là, puis ah, bon, le baseball. Je sais pas pour moi le baseball. Puis tout le monde était un peu Et malgré tout ça, il a démontré son savoir-faire et la vitesse de bâton, son élan électrique qu'il a présentement. Mais il l'avait reproduit ça à 15 ans, il l'avait encore pareil. Il a impressionné les dépisteurs, il a impressionné le coach d'équipe du Canada. Et il a embarqué en processus 1 an plus tard, malgré tout. Et là, bien évidemment, là, après ça, équipe du Canada. Puis après ça, il a été signé avec l'Université Auburn. Il se fait repêcher en secondaire 5 par les Phillies de Philadelphie. Il ne signe pas. Non, moi, je vais aller aux jeunes, je vais aller à l'université, je vais vivre cette expérience-là. Il faut quand même être confiant pareil, hein? Parce que, tu sais, les chances pour, il n'a pas tous les jours. Fait que, il doit être confiant, c'est ce s'en va. Il est bien appuyé par sa famille et le monde alentour. Puis, finalement, il fait une année de cégep ici. Il reste avec Team Canada une 2e année. Puis, l'entraîneur de l'équipe du Canada le place à l'Université Auburn. C'est un choix, encore une fois, très pas clair dans la tête d'eux autres. Lui c'est clair, mais tu sais, hey, l'Université Auburn, c'est une grosse affaire. Dans les meilleures universités aux États-Unis, pourquoi tu n'en choisis pas une moins bonne, que tu vas jouer un petit peu moins bonne, que tu vas jouer plus? Non, non. Moi, là, si je ne suis pas capable de jouer à Auburn, là, ça ne sert à rien que je ne jouerai pas dans le baseball majeur un jour. Ben, il y avait cette confiance-là, mais de façon jamais arrogante, mais de confiance. Puis finalement, ben, il va à l'Université Auburn. La première année, il bat des records de circuit de George Donaldson, de points produits de Frank Thomas. Je veux dire, c'est l'enfer. Il est classé très haut, mais c'est pas avant la 2e année qu'il peut se faire repêcher. Il a une moins bonne saison. Je fais ça rapide. Il a une moins bonne saison. Il annonce à tous les dépisteurs, non, non, moi, je vais rester à l'Université Auburn. Je vais connaître une meilleure saison, puis je vais sortir plus haut. Puis, finalement, il y a une équipe qui le repêche un peu plus tard que prévu en 16-18e ronde. Mais au final, ils veulent tellement qu'ils lui donnent une bonus à signature d'un choix de 3-4e ronde. Donc, c'est la valeur significative. C'est pas l'argent plus que on te donne un bon montant d'argent. Le statement. Le statement, on va être patient avec toi. Puis bon, après ça, après quelques semaines après d'avoir signé son contrat, il se fait mal au coude, au bras, au coude. Il y a l'opération Tommy John, donc 1 an sans jouer. C'est capoté, là. Et après ça, il commence de fil en aiguille, 1 an plus tard, sa carrière en professionnel, tranquillement. Il se fait un nom parce qu'il n'est pas beaucoup connu. Choix de demi, 16e ronde, c'est loin un petit peu. La manière, il a fait sa place, il a monté, puis pas fort, 2A, puis 3A, puis majeur, puis on est là aujourd'hui. La blessure, justement, qu'il y a eu au coude, Oui. c'est dû à. C'est dû, veux pas, à un entraînement qui était trop chargé, au fait qu'il lançait, ou c'est simplement une bad luck qui lui était arrivée? Bad luck. Une Oui, grosse c'est bad une luck. bad luck. Ouais, c'est une bad luck, effectivement. Là. Ce qui avait été mal échauffé, là, je ne peux pas te le dire, mais c'est une bad luck. Là. Une chance, parce que si ça arrive 2 semaines avant, il ne peut pas signer son contrat. Fait que là, il a été pris en charge par les Twins, ça sont bien occupés. C'est eux autres qui l'ont opéré aux États-Unis. Fait que, bon, il n'arrive jamais à rien pour rien. Probablement que maintenant, son bras est en santé, est en forme, puis il n'y a plus de problème de bras. Donc, Puis je me c'est trompe ça pas, un peu son histoire. il y a un peu de chance aussi de son côté, dans le sens que c'est quoi, c'est 18 mois, je pense, le recovery Oui, d'un Tommy oui, John. Ça tombe un peu avec la pandémie. Il aurait quand même bon point. perdu une année de son côté, si je me trompe pas. Là. Ah non, c'est effectivement un bon point. Excuse, j'avais oublié ça. Tammy, quasiment, ne peut pas être parfait dans les circonstances. Ne peut pas être mieux que ça dans les circonstances. Donc, il se prend en charge. Il a le droit d'être au complexe des Twins parce que c'est pour blessure et non pas pour d'autres choses. En tout cas, donc, il prend en charge. Il se remet en forme ici à Québec aussi. Donc c'est ça, ça se passe. Ça s'est passé de. Mais tu sais, il n'y a aucun joueur, d'après moi, qui se rend dans un sport professionnel élevé, tout sport confondu, qui n'a pas une histoire hollywoodienne un peu. Là, à part les top, comme Aaron Judge, posons, il y a peut-être un passage très cute, là, mais Edouard, il est cute, mais c'est sûr qu'il y a plein d'affaires. Hey, tabarouette, méchant, timing, méchant ci, méchant ça, mais ça prend ça, mais il a tellement saisi ta chance à chaque niveau qu'il est là aujourd'hui. Good. Écoute, ça, c'est la vision qu'on a un peu de lui quand il est plus jeune. La décision d'aller au Auburn, tu disais que c'était plus une décision basée sur le baseball, autrement dit. Donc, c'était pas nécessairement Ouais. académique, mais c'est une des Oui, universités c'était qui les est. deux. C'était les deux. C'était les deux C'était les deux. aussi. Oui, la famille, puis lui, c'était important à l'école. Donc, mais il voulait choisir surtout une bonne université bien classée aux États-Unis pour dire, moi, je vais prouver que je suis capable de jouer dans ce calibre-là.
Puis, fait que là, dans le fond, il suspend son bac après 2 ans pour rentrer dans Oui. l'organisation des Twins. Euh, Quand tu disais que c'était une bonne université au Burn, c'est bon comment? Genre, c'est un top 10, c'est un top 30? C'est un top 25 habituellement. Ça peut arriver 32, ça peut arriver 18. Sa première année, ils sont classés très haut. Ils se rendent pas, ils perdent là, quelques matchs avant d'aller aux séries mondiales des collèges américains. Son année 2 sont moins bons, mais ils se rendent aux séries mondiales des collèges américains. Une plateforme incroyable. Puis il joue. Puis Auburn joue bien. Puis d'ailleurs, il aura fait à ce jour, encore une fois, le circuit le frappé le plus loin de l'histoire des collèges américains. 400, je ne sais pas trop quoi, 36 pieds, je ne sais pas trop quoi. Donc, très, très loin. Donc, ça lui a permis de remonter un petit peu son calibre, ses dernières performances en série-là. Puis ben, après ça, je lui ai fait la signature et tout le reste. On le voit, hein, la swing à Edouard, c'est quelque chose qui est assez impressionnant de son côté. C'est très Ouais. court comme élan, Ouais. c'est très rapide également. Ouais. Puis je pense, je connais un peu la réponse parce que tu as glissé un Q tantôt. C'est-tu quelque chose qui lui a été enseigné très récemment ou c'est quelque chose que vous voyez en secondaire 2, en secondaire 3 de son côté? Ça, tu l'as. Cet élan-là, là, électrique, tu l'as un petit peu naturellement. Après ça, est-ce qu'il frappait plus de balles que n'importe qui? Même à 12 ans, la réponse est oui. Est-ce qu'il attrapait plus de balles que n'importe qui à 12 ans? La réponse est oui. Et on le voit encore, on a la chance de le voir au Dôme dans les derniers hivers. Je veux dire, il n'arrête jamais, puis qu'il en échappe une sur 100, il est en maudit. C'est la même chose au bâton. Fait que euh, c'est pas de la chance. T'sais. Oui, il y a une certaine génétique d'un élan électrique. Son œil au bâton, il a comme pas d'allure. Il y a un œil au bâton. Hier, on regardait la reprise, évidemment, de proche. On était loin Ça n'a dans pas de les estrades, sens. mais il laisse passer une balle très proche. Comment que lui a pu laisser passer ça quand l'autre d'avant ou l'autre d'après se lance dans le bord? Fait que c'est comme son premier coup sûr dans la clôture, son premier coup sûr du baseball majeur. C'est une rapide à 97 intérieur. C'est beaucoup de bâtons cassés, beaucoup de gars qui font Oh non, c'était une balle. Et lui, il devait faire ça avec un élan incroyable. Fait que, on commence à croire que son élan, il y a quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Puis, écoute, quand tu arrives, tu regardes la carrière de plusieurs joueurs dans les lignes majeures, souvent, le struggle qu'ils vont vivre, c'est la surabondance d'informations ou Oui, les décisions qu'ils vont prendre de s'élancer ou pas oui, sur des lancers. C'est vraiment la oui, chose la plus difficile à faire parce que, on se le dit, là, tu te bats pas. Dans les majeurs, là, tu fais pas juste te battre contre les meilleurs lanceurs. Tu te bats oui, également contre les meilleurs catcheurs et contre le staff d'analytique qu'il y a en haut, les oui, gars de mathématiques. Là. oui, Pas oui, contre eux autres aussi. C'est ça qui est assez spectaculaire, c'est qu'à un moment donné, les gars savent exactement où lancer, où sont tes faiblesses, tout ça. oui, Là, ce qu'on se rend compte, c'est quand un gars comme Edouard arrive au bâton, on ne sent pas qu'il est désavantagé. Les nerds en haut de mathématiques n'ont pas l'air de lui nuire trop. Le lanceur, s'il veut avoir le dessus sur lui, est obligé de lancer une prise. Puis complètement. ça enlève beaucoup d'outils dans le coffre du lanceur qui l'affronte, veut pas, parce que beaucoup, tu sais, la journée que les gars vont swinger des balles ils vont swinger des balles 30% du temps en dehors de la zone de prise, ça donne une chance au lanceur. Tu n'es pas obligé de lancer Oui, une prise pour retirer le gars. Mais avec Édouard Julien, ce qu'on se rend compte, c'est que comme lanceur, si je veux éventuellement le retirer, je suis obligé de lui lancer une prise. C'est oui, un game changer qui est assez grand dans son cas. Là. complètement. Complètement. Puis, tu sais, on a parlé de son œil au bâton, ça amène des buts sur balle. Présentement, c'est pour ça qu'il est bien vu dans les grosses statistiques. C'est le OPS, de la moyenne de puissance des appels ses buts. Puis, il frappe pour la puissance, et il se rend sur les buts avec des buts sur balle. C'est incroyable. Fait que ça l'amène à être très, très haut justement, dans la vision des Twins. Et bien, ce que tu viens de dire, ben là, à un moment donné, tu ne peux pas toujours lancer des balles. Donc, tu sais qu'il va se rendre là. Puis ça amène, ce qu'on a compris un peu avec son agent, c'est que ça amène que l'entraîneur, ce genre de joueur-là, c'est intéressant parce qu'il y a un mauvais match, là. Ben, tu sais, tu vas avoir beaucoup de lancers. Donc, tu utilises ton lanceur, tu exploites ton lanceur partant, ta relève. Il va se rendre ses vues une fois ou deux par match. Fait que, tu sais, c'est bien tannant. Ça fait que quand tu essaies d'avoir toujours des bonnes apparitions au bâton, puis hier, on l'a encore vu, là, tu sais, la qualité d'apparition au bâton qu'il a, oui, il devait être confiant après ses deux premières, c'est sûr, mais tu sais, des bons roulants forts qui auraient vraiment percé là, à la défensive, qui se rend loin dans le compte. C'est assez exceptionnel. Puis, tu sais, tu parlais tantôt, là, il est un petit peu un frappeur de même, il est quand même instinctif. Ça, il faut garder ça, puis il faut garder ça avec tous les jeunes d'ailleurs, cette espèce d'instinct-là, dans le sport, dans le baseball, dans la vie en général. Mais tu sais, puis
quand on est arrivé hier au Yankee Stadium, on était vers la fin de la pratique au bâton. Puis, c'est vrai qu'en arrivant, le coach en chef a parlé à Edouard pendant 5 minutes sur le terrain. Puis, tu sais, finalement, on a su un peu par l'après qu'est-ce qu'il a dit via Edouard. Là, puis, c'était un petit peu d'hey, change rien, change ton approche. Tu es ici pour une raison. Tu faisais ça, continue à le faire. Puis, petite anecdote au premier match au Minnesota qu'on était, à sa, je sais pas quelle deuxième, troisième apparition au bâton, le compte est 3 balles, 0 prix. Ouais. L'entraîneur au troisième but lui donne le feu vert. Hey, ça, c'est Ouais. respectueux, JP, ça. C'est gros, Ça, là, ça je trouve. démontre. Fait qu'il y a deux choses qui sont incroyables là-dedans. Le coach lui donne le feu vert à 3-0 pour leur dire on sait que tu ne lanceras pas sur une balle. T'sais, on parle d'une recrue, premier match en carrière, qui n'a pas dormi de la nuit, là, qui a fait de l'avion. Là. Fait que, c'est comme capoté. Là. Puis après ça, mais le lanceur, on parle du 8e frappeur recru, il lui lance un changement de vitesse à 3-0. Qu'est-ce que c'est ça? Fait on parle-tu du respect, on parle-tu des statistiques avancées ou le rapport qu'il y avait sur ce gars-là? Faites attention, les gars, il peut faire mal au début, à la fin, tout le temps. Fait que, c'était quand même un bon lanceur. C'était pas, donc, non, c'est Ben quelque écoute, chose. C'est quelque avant chose. la première apparition au bâton d'Édouard Julien, Oui. le lanceur avait affronté 7 joueurs. Il y Ouais. avait 5 strikeouts. Il n'y avait personne qui avait vraiment touché à sa balle encore du côté des Twins. Oui, non, c'est ça. Non, ça, écoute, moi, j'écoutais le match à la télé, puis les annonceurs en parlaient. Ils disaient écoute, toi, tu lui donnes-tu le feu vert? Ouais, c'est la première fois, c'est son premier match. 3-0, c'est sûr qu'on lui donne le feu vert. On veut qu'il frappe son coup sûr. C'est là, puis Ouais. là, comme défaite, Flou, que tu le vois soigner, tu dis hey, cool, sérieusement, là, comme organisation, probablement que toutes les équipes font ça dans la ligue, mais tu te dis, Ouais. thumbs up, la façon qu'ils ont d'accueillir Ouais. les joueurs dans la ligue, je trouve, c'est Ouais. vraiment c'est classique, c'est Ouais. professionnel. Ils font vivre une belle expérience aux jeunes qui débutent. C'est fantastique, sérieusement. Puis on en a déjà parlé de Carlos Correa dans les médias. Les doigts, on a déjà parlé comment il avait été un beau mentor puis sympathique avec lui. Tu sais, nous, on a la perception d'un Carlos Correa qui signe 4 contrats dans Hein? un mois. Puis, mais ça a l'air que c'est le leader. Il est gentil avec les gens. Il a pris Edouard sur son aile, faisant pas trop, faisait ci, fait ça. Hier, on a vu, je sais pas, nous autres, on l'a vu à la reprise, je sais pas si vous l'avez vu, là, mais sur le banc, à un moment donné, quand Edouard revient, est-ce que c'est son coup sûr ou son circuit, mais tu vois qu'il donne une accolade, tu vois qu'il est content. En début de match, là, après, tu vois qu'il a fait des petits signaux, etc. Il parlait souvent. Ça a dû sécuriser aussi Edouard dans tout ça, mais le premier match au Minnesota, Correa était sur le banc, il avait été mis en congé. Des fois, les matchs de jour, c'est une belle journée pour donner un congé parce qu'ils ont moins de temps de repos à des Mhm. vétérans comme ça. C'est ça. Non, sérieusement, c'était quand même vraiment, vraiment cool. Um, Écoute, y a-tu d'autres choses que tu voulais dire par rapport à votre Ben, expérience? Vous étiez combien dans les estrades, sérieusement? Parce que le party bon, était pogné là hier soir. Là. ah oui, oui, le parti était pogné. Rapidement, parce que, tu sais, quand même, c'est quand même l'historique un peu de son appel jusqu'à, on va dire, hier soir. Là. Lui, mardi soir, il joue dans le 3. Il joue à Indianapolis. Il débute le match. Première passion au bâton, il ne fait pas de coup sûr. C'est la deuxième, il fait un double. Il rentre. Et là, l'entraîneur, probablement qu'il a reçu un appel du Minnesota, il est arrivé quelque chose avec Joey Gallo qui a été blessé. L'entraîneur le sait. Les joueurs sur le banc le savent. Edouard est au deuxième but. Ils ont attendu de faire son apparition au bâton pour lui dire. Il rentre au marbre. Et là, le coach, il disait, a surtout donné des informations sur le lanceur. Qu'est-ce que tu as vu? Ouais, slider a bougé, change-up. Fait que donner un peu d'informations. Puis là, les joueurs sont tous là, puis ils se demandent ce qui se passe. Non, non. T'as pas d'autre chose à dire à tes coéquipiers? Non, je sais pas. Et là, le coach, il dit, t'es rappelé dans le baseball majeur, puis ça a l'air que tout sur le banc, ils ont tous sauté dessus, etc. Donc, il a été un peu mis dehors du match suite à ça. Là, son père regarde le match sur Internet, il reçoit un appel, téléphone, Edouard J. C'est ça, il n'est pas en train de jouer, T'es en train de il jouer? stresse. En train de jouer, qu'est-ce qui s'est arrivé? Papa, je suis rappelé. Fait que, évidemment, tout le monde pleure, tout le monde braille. Appelle ta mère. Maman n'était pas sur place. Maman est en train de suivre un cours de yoga. Appelle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Évidemment, quand tu sors du yoga, tu es supposé être zen, mais là, tu vois ça, tu vois ça tout le nombre d'appels. Évidemment, elle a compris un petit peu. Donc, bref, mais là, dans quelques heures, il y a deux, trois personnes. Là, puis je le dis toujours, puis je te l'ai dit tantôt aussi, puis je le dis souvent à tout le monde. Je fais attention pour pas me donner un rôle que j'ai pas avec Edouard, avec la famille. Mais c'est sûr que Edouard savait que peu importe c'était où, j'allais tout faire pour être là à son premier match. Mais il y a plein de monde, mais ça ne donnait pas toujours à tout le monde. Mais bref, les parents, sa sœur, moi et un ami très proche de la famille, on part dans la Ah, nuit, t'as peu. Puis mardi. Là. avant de continuer, moi, j'ai un morceau de l'anecdote aussi.
Pendant que tu apprends la nouvelle, nos deux fils sont en train de faire un Zoom pour un cours d'anglais. Ah oui? Ah, OK. Jacob, il nous dit, écoute, pendant qu'on faisait le cours, à un moment donné, on entendait crier en arrière. Il y a quelqu'un qui criait dans l'annonce. C'était toi qui étais en train de crier puis qui tripait ta vie de la Ah, nouvelle que tu avais ça a eue été avec l'enfer. Édouard. Ah, ouais. C'est vrai, puis tu sais, moi aussi, des affaires, je me rappelle pas, mais effectivement, j'ai crié en tabarouette, puis parle au père. Édouard, puis tu sais, juste vous dire comment que c'est une bonne personne, puis tu sais, il a texté d'autres personnes, j'en suis sûr, mais euh, je me souviens de l'heure, j'ai d'autres entrevues, j'en ai une coupe encore aujourd'hui, mais euh, je lui avais dit en quittant le dôme, tu sais, on se doutait qu'à un moment donné, on allait recevoir, il allait peut-être recevoir un appel, puis j'ai dit, Édouard, tu sais, je sais que tu as quelques personnes que tu vas écrire avant moi, mais envoie-moi ça, j'aimerais ça avoir l'information rapidement, le scoop, etc. Fait que je m'ai juste dit, je m'en rappelle trop le mot, là, mais ça voulait dire JP, j'ai été rappelé il y a temps. C'est quelque chose de même, là, fait que c'était vraiment sympathique, très touchant. Puis après ça, placote avec les amis, le père, comment on s'organise. On trouve un vol Montréal, Minnesota, parce que Québec, Minnesota, on oublie ça. Ils jouent un match le jour, ça nous met dans le trouble, ça, là. Heure locale, midi 10, ça arrive jamais, c'est un maudit match local à midi 10. Donc, trouve un vol à 8 heures du matin à Minnesota, on part en pleine nuit, on dort 0 minute. Je te le jure, je n'ai pas dormi de la nuit. On arrive, on s'en va au terrain, on est excité, puis là, les chemises, puis let's go, puisque là, on a des chemises Ah, ben là, Julien, hein, donc faut les faire c'est ça. broder sur place puis tout, C'est là. ça, la grosse affaire, parce que je vous confirme qu'il n'était pas prêt à recevoir des demandes de chemise d'Edouard Julien. Mais juste de se faire rappeler quelques heures avant. Puis, bon, fait que là, finalement, on arrive à temps au stade, on fait des chemises, etc. Puis moi, je ne voulais pas manquer son arrivée sur le terrain dans l'échauffement. Il n'y avait pas de pratique au bâton, évidemment. Fait que là, excité un petit peu. Je fais attention à être professionnel, mais tu fais un petit clin d'œil, là, un petit clin d'œil, une petite affaire de même. Là. Donc, ça, c'était bien. Il joue son match, mais tu sais, tout le long, là, j'ai eu la chance d'être proche justement de la famille. Tu sais, c'est émotif. Tu arrives au terrain, tu sens l'émotion. Tu rentres, tu vois le stade à l'intérieur, il y a de l'émotion. L'hymne national, il y a de l'émotion. Tu sais, première apparition au bâton, tout ça. Donc, ça a été incroyable. Il y a un monsieur qui s'est occupé de nous, vraiment gentil des Twins, amener les petites affaires là, du match. Puis après le match, je vais vous envoyer voir Edouard. Donc, après le match, on a la chance de voir Edouard. Rencontre le DG qui vient saluer Edouard, le féliciter Placotte un petit peu. Nous autres, on s'est mis en retrait. Là, Puis, moi, il n'a pas donné la collade là, au DG. Inquiète pas, Yann, on est resté tranquille. Mais, puis, on a parlé quelques minutes avec Edouard, totalement heureux, totalement fier de tout ça. Il est content de voir ses parents, sa sœur. Puis, bon, après ça, ben, lui, il est reparti avec l'équipe en avion, direction New York. Nous autres, c'est le lendemain matin. Mais, tu sais, là, il y a plein d'affaires qu'on n'avait pas faites. On n'a pas fait se booker un hôtel, booker un vol. Puis, mais c'était drôle. Là, ça fait partie de l'aventure spectaculaire qu'on va se rappeler de notre vie. Là, hier matin, on est jeudi. Hier, jeudi matin, on part. On a un vol New York, Minnesota, New York. On arrive plus le temps parce qu'on a le match est en soirée, puis on a le temps de se promener, puis d'arriver, puis aller à l'hôtel, tout. On arrive ici à temps, on ne veut pas manquer. Là, on ne veut pas déranger Edouard là-dedans. Là, il doit sûrement tellement recevoir de textos que fais attention pas le déranger. On va avoir accès à la pratique au bâton, mais on ne l'a pas, peu importe. Fait qu'on, le terrain rentre les Pendant tout ce clôtures. temps-là, justement, Edouard, y a-t-il Oui, quelqu'un qui l'aide un peu à gérer tout ça, là, qui doit être un peu overwhelmed, on s'entend, là? oui, complètement. On a su après que son agent, qui est un king, là, qui est allé déjeuner avec lui à l'hôtel. Donc, puis, il nous a parlé un petit peu, il est tellement gentil en passant, là, puis il a expliqué un peu, là, tu sais, hey, c'est le même, tu sais, puis il disait qu'il a voulu le calmer un petit peu, là, de se centrer sur la tâche, mais tu sais, les joueurs, c'est pour ça que hier, c'était encore plus spectaculaire, tu sais, les joueurs qui sont rappelés leur première série, là, sont toutes overmatch, ça va trop vite stressé, mais tu sais, comme il est capable en contrôle. Mais c'est sûr que ça l'a aidé, là, j'imagine, le déjeuner avec son agent. Fait qu'on arrive au terrain, on voit tout ça, on le voit attraper des roulants, on le voit parler au coach. Bon, puis après ça, l'hymne national, premier frappeur. Là, tu sais, à chaque fois aussi, là, à l'écran, tu le vois, puis c'est puis ça, bon. Puis le premier frappeur du match, un compte de, je pense, c'est 2-1, Claude dans la clôture. Là, on capote. Le nombre, là, pour répondre à ta question, on disait 5-6 au Minnesota. Et vu que c'est New York, bien évidemment, tu as deux autres groupes qui sont venus, quelques entraîneurs du Parce que ça, tu sport-études. peux y aller en Avec, char, là. c'est ça. Trois entraîneurs du sport-études avec un de ses bons amis qui s'entraîne cet hiver. Puis après ça, sa gang de chums, là, secondaire, pas de baseball. Ils sont peut-être 8. Puis là, ça débarque. Puis là, oui, Edouard a géré un peu bien dans cette journée-là, mais il débarque. Puis là, bien évidemment, on n'a pas attendu en septième manche, endormi pour
en partant, là, on était tout excités, tout le monde, ça a crié tout le monde. Et là, ben, là, les points, mais là, on n'a pas le temps de se remettre de notre émotion. Il se présente là et il met ça de l'autre bord. C'était comme incroyable. C'est là que tout le monde a perdu sa voix. Puis, tout le monde, il y a des gens comme des amis d'Edouard, je ne connaissais pas, ce gang-là, mais on se connaît comme si on était des grands chums. Ah, puis le vidéo, sérieusement, que vous avez mis, il est fantastique. Je vais le passer là, au Oui. montage. Les gens vont l'avoir dans le podcast. Fait que c'était vraiment magique. Là, on se prépare pour le match d'asseoir. Est-ce que c'est le dernier que tu regardes? T'en regardes-tu un autre demain? On repart dimanche. Fait que j'ai vendredi, samedi, dimanche. J'en ai encore quelques-uns. Là, mais là, on peut pas. On va quasiment être plate, là, on peut pas avoir rien de plus beau que ça. Là. Il y a un grand chelem, peut-être, non, mais non, si on va assister, on va profiter. Je pense qu'on va. Hier soir, après le match, encore une fois, comment Edouard est concentré, mais respectueux des gens qui sont venus le voir. C'est lui qui fait l'entrevue. Tu sais, comme on voit Blue Jays, l'entrevue sur le terrain, là, puis Guerrero fait toujours. Tu sais, là, évidemment, il n'y a pas de chute d'eau parce que c'était au C'est au Yankee Yankee Stadium. Stadium, ouais. C'est ça, mais et tout de suite après son entrevue, il dit aux espèces de bodyguard qui est là, des Twins. Là, il se pointe à ranger. On était loin là, quand même, là, puis il nous pointe. On leur disait descendez-nous-en. Fait que on criait, tout le monde, c'était capoté. Puis on est descendu en bas. Puis on a eu la chance d'aller sur le terrain du Yankee Stadium. Oh! Ah non, c'est ça. Puis il y a une photo de groupe. Puis je me suis permis une petite photo avec lui, mais là, je la sortirai en temps et lieu. Mais c'est aussi des petits moments pour tout le monde quand même. Là. Fait que, c'est tellement important. Je t'en ai parlé avant qu'on enregistre. C'est tellement important. Édouard porte un peu le baseball de la région de Québec, de la province, du Canada, un peu sur ses épaules. Où est-ce que, tu sais, à cause de lui, il fait, sans rien dire, juste avec son talent, il fait rêver les enfants. C'est sûr que toi, ton gars aujourd'hui, là, c'est qui Édouard Julien. Il dit pourquoi ça serait pas moi, Édouard Julien, dans 10 ans? Pourquoi pas? Non. C'est un peu ce qu'on veut des modèles, des joueurs comme ça. Fait que son parcours, oui, là, à un moment donné, il était très, très, très bon, là, à 16-17 ans, mais son parcours est normal. Il a suivi une belle ligne directrice de suivre les équipes de Sainte-Foy, de Québec, du Québec. Il a fait le sport-études 6 ans, puis après ça, l'équipe du Canada, les équipes du Québec, l'ABC, puis ça. Puis, fait que c'est Ah, puis JP, ta incroyable. gang de coachs ont été vraiment le fun. Quand il arrive, puis il joue son premier match en après-midi, Isaac, lui, c'était un groupe du matin, fait que c'était pas sa gang, mais la gang dans l'après-midi de leur côté. Ouais, La gang de coachs, ils ont fait écouter la game sur la ouais, toiture du dôme, autrement dit, avec des projecteurs. Sérieusement, les boys des canonniers, ils ont été sa coche de permettre à tous les jeunes de la région de Québec qui avaient un cours de canonnier en même temps de vivre ça. ouais. Malheureusement, ceux de Pointe-Lévis étaient pognés à avoir des cours de Ouais, français c'est et ça, d'anglais. c'est ça. Mais il y a une Je sais pas partie si on des fait jeunes. comme moi. Tu sais que j'ai déjà fait dans les expos qui avaient le match d'ouverture, c'est souvent en après-midi, là, puis avait un écouteur dans la fin de même, là, puis il me semble que t'as fait pogner, par exemple. Non, on n'a pas passé à la maison, mais tu as Tu raison, sais que tu as c'est un des beau moment, canonniers ça. qui écoutent le podcast, hein, JP. Tu ne donnes pas de mauvais trucs à ta gang. OK, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils savent que je suis quand même à droite, mais effectivement, c'est un beau moment pour les jeunes aussi, pour les coachs qui n'ont pas. Fait que c'est vraiment. Je représente un petit peu les canonniers ici sur place, là, puis la région, tu sais, mais bon, c'est d'avoir la chance de voir Édouard. Tu sais, ils l'ont côtoyé, Édouard, depuis 3-4 ans, l'hiver, il est au dôme, puis les gars finissent le matin, Édouard arrive, puis c'est souvent le midi qu'ils s'entraînent parce qu'il y a moins de monde. Fait que, tu sais, mais tu imagines, là, un gars de ta région qui est rendu là, Puis c'est c'est spectaculaire. spectaculaire. Des Québécois qui ont joué dans les majeurs, là, c'est une trentaine à peu près. Oui, Donc, c'est très, très peu. Les gens de la oui, région de Québec qui ont joué dans les majeurs, c'est encore moins, évidemment. Je pense qu'on parle de 2 ou 3 personnes à peu oui, près oui, oui, seulement. oui, oui. Non, c'est spectaculaire ce qui arrive. Puis là, Écoute, ouais, vas-y. je pense qu'il excuse, il est connu, d'après moi, il était déjà très, très connu aux États-Unis, quand même ici, régionalement parlant, mais c'est sûr que je pense qu'en province aussi, là, tu sais, les médias à l'extérieur de la province, j'ai tellement eu de demandes là, pour parler d'Edouard, puis j'ai oublié ce que je voulais dire, parce que c'est pas grave. Ben, les journées. C'est ça. Ah, c'est ça, il fait la une des journaux aujourd'hui. Il y a un journal qui est sur place, Le Soleil, il fait la une de Journal de Québec, Journal de Montréal. Je passe à Ernest tantôt, on est vraiment content pour Édouard qu'il puisse avoir cette belle visibilité-là. Oui, puis l'histoire qui a été racontée dans tous les journaux est un peu différente. Les articles sont intéressants, les articles sont en profondeur. On voit qu'il y a eu beaucoup Oui, d'informations qui ont été données aux journalistes oui, pour leur permettre un rattrapage, je veux pas. oui, Puis sérieusement, ça donne vraiment une belle visibilité au baseball. Je veux dire, tout le monde
qui est proche du baseball sait que ça a été tough au Québec, le baseball, depuis plusieurs années. On sait qu'on est dans un mouvement ascendant. On a parlé avec Michel Laplante la semaine passée dans le podcast. On est vraiment d'un mouvement ascendant. Mais là, on vient de déposer une solide brique dans la région de Québec avec un gars comme Édouard Julien comme ambassadeur pour tous les jeunes. On est réellement en train de vivre de quoi de le fun pour le baseball. On peut s'attendre que dans les prochaines années, le nombre d'inscriptions des jeunes va continuer d'augmenter, notamment grâce à des gars comme lui. Assurément. Puis on a deux autres jeunes aussi qu'on parle souvent, là, des Blue Jays, JC Masson, puis Nicolas Deschamps, d'autres ambassadeurs qui sont dans les collèges américains. C'est comme ambassadeurs, c'est des entraîneurs, c'est bénévoles. Tout le monde touche un petit peu à ça. Tout le monde a une partie du succès de tout ça. Donc, les bénévoles, il ne faut pas les oublier, mais non, c'est vraiment, vraiment cool. Vraiment cool. Good. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ça, d'entendre un peu d'insight de la façon dont ça s'est passé. Évidemment, on se revoit la semaine prochaine, dimanche 18h. Un petit mot sur le podcast, ça va vraiment bien, nos affaires. La réception est bonne, on reçoit vraiment les bons commentaires, autant sur la page Facebook. J'ai même créé un compte Twitter maintenant. On a également le compte YouTube, le compte Spotify. Les gens continuent à s'abonner sur ces plateformes-là. On est comme 110 abonnements sur Spotify, presque une centaine sur YouTube. Puis, ce qui est surtout spectaculaire, c'est quand on regarde la durée de temps que vous écoutez le podcast, une grande partie d'entre vous se rend jusqu'au bout. Fait que ça, c'est un signe qu'on a de quoi de bon dans les mains. Là. Les gens ne font pas juste écouter une minute puis ils raccrochent après. Là. Vraiment, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast jusqu'au bout. Donc, ça nous motive à continuer à le faire. Puis merci d'être là. Puis faites-le connaître. Parlez-en à vos amis, à votre parenté qui aime le baseball. Je pense qu'on va tous avoir du plaisir ensemble. Yes, sir. Alors, salut tout le monde. Merci de votre présence. Puis merci à toi, Yann. Puis je vous invite à suivre encore les prochains jours les matchs d'Edouard. Normalement, il devrait jouer les 3 derniers matchs contre New York. Il devrait aller à Boston par la suite. Puis après ça, selon les blessés, selon ses performances, on ne sait pas comment ça va marcher. Mais en tout cas, allons-y une journée à la fois. On en a profité en masse hier. Si je mettais ma voix, on va en profiter ce soir encore. Et puis, merci. Good. Salut. Bye.